Super. Je vous devrais avoir une visibilité sur mon écran. Vous me dites quand c'est bon. C'est OK. Ok, super. Et là, c'est en full screen chez vous aussi? Parfait. Tout bon. Super. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur notre event virtuel qui a pour sujet tout simplement Studio X, pour qui et pourquoi faire. Alors aujourd'hui, nous sommes une communauté française qui a pour but de partager les informations, pour partager un petit peu tout ce qui se passe autour de la RPA et plus précisément autour de UiPath. Cette communauté-là est constituée de plusieurs, on va dire, volontaires qui sont là pour partager leurs expériences, leurs connaissances et qui sont aussi là pour vous montrer un petit peu les différentes actualités que nous avons sur différents produits. Cette communauté-là est, comme je viens de vous le dire, elle est constituée de différents volontaires de différents domaines et aussi de différentes sociétés. Donc pour aujourd'hui, on va avoir quelques intervenants qui se spécialisent sur Studio X. Et si vous avez d'autres informations ou d'autres questions que vous êtes à la recherche, vous pouvez toujours aller sur le site de la communauté et rejoindre euh, notre communauté française. Et vous aurez aussi un petit peu un historique des différents événements qu'on a fait dans le passé qui vous pourront être utiles, notamment Test Suite et d'autres sujets d'actualité et d'entraînement technique, on va dire ça comme ça. Alors, ce qu'on a préparé pour vous dans notre agenda, ça va être une introduction des différents speakers, le Studio X, Studio X et le Studio Web, pour qui et pourquoi, bien évidemment. Un petit live de coding qui vous sera fait par Sylvain, ainsi que quelques d'autres exemples d'utilisation, et le Citizen Dev et la définition la plus ou moins proche de ce produit-là. Pour aujourd'hui, et je vous laisserai vous faire vos propres introductions, nous aurons une panoplie d'experts qui seront venus aujourd'hui pour vous présenter ce joli concept de Studio X et de Studio Web. Pour commencer, nous allons avoir Clarisse, Louis et Sylvain, et je vais vous laisser vous présenter individuellement. Et pour bien évidemment faire la part des choses, Clarisse, tu commenceras. Merci. Du coup, donc, Clarisse Badiou, je fais partie de la société Hardis Group. Je suis responsable de notre offre conseil automatisation depuis déjà quelques années. Et effectivement, je me suis spécialisée dans le Studio X depuis 3-4 ans maintenant. Voilà, et cette année, pour la première fois, je suis MVP UiPath. Ravi de t'avoir. Merci Clarisse. Louis, Ouais, bonjour tout le monde. Donc, Louis Ragon, je suis chef de projet RPA chez Manpower. Ça va faire bientôt 3 ans. Donc, voilà, je travaille sur toute la suite UiPath avec une grosse spécificité sur Studio X puisque je suis aussi le responsable de notre communauté de citizen développeurs. Donc, c'est à peu près 50 citizens chez Manpower et 150 attended qui sont déployés sur les postes des utilisateurs. Donc voilà, je vais intervenir aujourd'hui pour un peu faire mon retour d'expérience sur ce que peut apporter le citizen développement. merci Louis. Et Sylvain. Bonjour à tous, Sylvain Boutier. Alors moi, je fais l'ARPA depuis 2016. Ça fait très très longtemps. À l'époque, UiPath, c'était une petite PME en Roumanie. Ça fait 3 fois que je suis UiPath MVP. J'ai ma petite société d'automatisation aussi qui s'appelle My Little Bot. Aujourd'hui, c'est moi qui ferai la démo puisque je fais aussi des démos sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom que ma société. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Studio X et aussi sur Studio Web, j'ai fait quelques vidéos en français et aussi en anglais. Donc, ça vous permettra d'avoir un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec. Et donc, je ferai aussi la démo aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur Studio X. J'accompagne plusieurs clients en France, à l'étranger sur la formation sur Studio X et aussi sur l'implémentation et le passage à l'échelle de programmes Citizen Developer sur UiPath. Merci Sylvain. Donc, allez visiter sa page YouTube et c'est très intéressant et très enrichissant. Alors, je laisse la main, je crois que c'est à Sylvain. Oui, alors pour commencer, Studio X, à mon avis, c'est pas l'outil qui est le plus connu. Et la plupart d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes plutôt développeur, plutôt côté métier, vous pouvez nous l'indiquer dans le chat, hein, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans le milieu de l'automatisation. Ça pourrait aussi être intéressant pour nous. Généralement, tout le monde a commencé avec le studio.
qui est vraiment l'outil qui a toujours été présenté comme étant l'outil de choix pour un développeur professionnel. Mais aujourd'hui, en fait, UiPath propose trois solutions pour développer les automatisations, Studio Web, Studio X et Studio. Et en fait, ils ont défini autour de ça un vrai parcours d'utilisateur. Donc, dans l'approche de UiPath, une personne qui veut s'initier à l'automatisation, elle va d'abord commencer par Studio Web. C'est très simple. Comme peut-être vous le savez, il n'y a pas besoin de l'installer. L'outil est basé directement sur la plateforme cloud. Donc, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous pouvez directement créer votre workflow et l'interface est relativement simplifiée. Ce qui est aussi intéressant avec Studio Web, c'est que vous pouvez directement aussi intégrer des outils d'autres solutions UiPath comme Document Understanding et vous pouvez créer votre petite automatisation simple sur tout ce qui est web. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui sont basés sur le web et notamment tous les outils de la productivité quotidienne, que ce soit Excel, G Sheet, Gmail, Outlook, etc. Et dans l'approche de UiPath, une fois qu'une personne a acquis une certaine expérience sur Studio Web, elle va peut-être vouloir passer sur Studio X. Studio X, c'est vraiment l'outil de choix pour un système développeur qui est un peu plus poussé que Studio Web parce qu'on va pouvoir être en capacité de travailler sur des clients lourds. Donc généralement, dans une entreprise, vous allez trouver du SAP, un client lourd, vous allez trouver d'autres systèmes plus ou moins anciens en fonction du type d'industrie dans laquelle vous travaillez. Et donc Studio X permet d'apporter des fonctionnalités qui sont supplémentaires par rapport au Studio Web. Donc, dans ce cheminement, voilà, on va passer sur Studio X. On va avoir des systèmes développeurs qui vont pouvoir créer des automatisations un peu plus avancées. On va rester quand même au niveau de la tâche et on va rester sur de la construction d'automatisation relativement simple. Et après, pourquoi pas, un utilisateur qui n'est pas forcément issu d'une formation d'informatique, il va pouvoir aussi passer sur le studio. Et le studio, c'est certainement l'outil que vous connaissez le mieux. C'est là où on va pouvoir faire de l'automatisation beaucoup plus avancée. On va pouvoir automatiser des processus, on va pouvoir faire des choses, comme vous connaissez, beaucoup plus avancées, notamment travailler sur des interfaces citriques, etc. Donc là, aujourd'hui, l'objet de cette présentation, ça sera de se focaliser sur cette brique intermédiaire dans ce qu'on appelle le user journey de UiPath, qui est Studio X. Merci Sylvain. Je crois que ça te permet déjà d'avoir un petit peu en quoi chaque produit et pour quelle population c'est destiné, on va dire ça comme ça. Et aussi voir un petit peu à quel point on peut y aller en termes de niveau de difficulté sur chacun des produits. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Pour continuer un peu ce que présentait Sylvain, maintenant, si on fait un peu le focus entre Studio X et surtout le studio, donc ce que disait Sylvain, effectivement, le studio est beaucoup plus connu. Et donc, du coup, là, présenter un peu les différences entre ces deux outils. La première différence, et c'est ce que tu disais, Sylvain, c'est qu'il y a déjà une différence par rapport à ce qu'on peut automatiser. La différence que j'aime bien mettre en avant, c'est que le studio, on va pouvoir automatiser des process complets, alors que le Studio X, ça va être des choses beaucoup plus petites, plus simples, et donc on associe plus à des tâches qu'à des process. Ensuite, une différence qui est aussi intéressante, c'est sur les utilisateurs qui sont ciblés par ces deux outils. Le Studio X est intéressant dans le sens où il s'adresse à des utilisateurs, comme le Studio Web, à des utilisateurs qui ont pas beaucoup, voire même pas du tout de compétences techniques. C'est des utilisateurs métiers qui ont des petits sujets, des petites tâches qui les embêtent, qui sont pas très intéressantes pour eux et donc du coup, ils souhaitent les automatiser. Ensuite, on va retrouver des différences au niveau des fonctionnalités, avec un certain nombre de fonctionnalités qu'on va retrouver que sur le Studio et pas sur le Studio X. La première, c'est la création de librairies qu'on ne peut pas faire avec le Studio X, mais qui est tout à fait possible avec le Studio. Par contre, on peut tout à fait en créer avec le Studio et les utiliser via le Studio X. Après, une autre différence, via le Studio X, on a, dans le projet concret, on a une seule séquence dans laquelle on va pouvoir venir construire son automatisation. On ne peut pas découper le process en plusieurs sous-séquences, en plusieurs workflows. Une autre différence, en termes de fonctionnalité, sur les projets, c'est que quand on lance une exécution, le débugage, l'exécution en pas à pas n'est pas possible via le Studio X. Le fait d'avoir, une exécution en pas à pas, de suivre les valeurs des variables et cetera, ça, c'est quelque chose qui est propre
au studio. Une autre différence qui rejoint également le découpage que j'évoquais avec des sous-séquences, et notamment la partie framework. Le ReFramework UiPath n'est disponible qu'avec le studio. Et une autre différence qui est sur les cibles d'exécution. Sur le studio, on peut construire des automatisations qui vont s'exécuter sur les deux types de robots qui existent, robots front et back-office, alors que le Studio X, il a vocation à avoir des automatisations qui s'exécutent sur le poste utilisateur, qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on peut faire avec le studio. Voilà pour cette différence entre ces deux outils. Merci beaucoup, Clarisse. Donc, Live Coding Studio X, ça c'est notre fameuse démonstration. Je vais céder la main à Sylvain. Ouais. Hop. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que c'est bon. Et je vais ouvrir mon studio. Donc, je vais utiliser pour cette démonstration la version, vous l'avez vu à l'écran, je suis sur la version 2024.10, qui est la dernière version hein, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, 1er juillet, par UiPath. Je vous rappelle que si vous avez votre UiPath Studio sous la main, il est fort possible que vous puissiez aussi changer votre profil. Donc, si vous voulez aussi tester un petit peu, vous pouvez, en fonction de ce que vous a autorisé votre département IT, vous pouvez changer le type de licence. Alors là, il se trouve que je suis sur un poste professionnel parce que ma licence MVP, j'ai utilisé tous mes crédits AI, donc je ne peux pas vous montrer tout ce que je vais vous montrer, donc j'ai basculé. Mais vous pouvez regarder, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez potentiellement basculer d'un profil Studio X à Studio directement sur l'outil et il va juste vous demander de redémarrer. Donc, en vrai, ça c'est simple. Je vais utiliser la version en anglais, là aussi, parce que je vais aussi vous en profiter pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités de Autopilot, qui est le copilot de UiPath, qui a été lancé également avec cette mise à jour sur la 2024.10, qui est très adapté pour des systèmes développeurs. Et je vais justement vous montrer pourquoi. Donc là, vous voyez, je suis sur la page d'accueil hein, du Studio X. Bon, c'est assez simplifié par rapport au studio. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir directement d'une nouvelle tâche. Donc, c'est blank task en anglais. Et je vais l'appeler test Studio X. Voilà, je suis sûr que je vais mettre un nom que je n'ai pas déjà créé. Et donc, je vais pouvoir créer mon premier projet. Donc, comme disait Clarisse, vous allez voir, on est vraiment sur quelque chose où on est sur une séquence en fait d'activités. On ne va pas commencer à construire des briques séparées. On va directement aller travailler sur ce qu'on appelle le main. Hein, et je vais pouvoir commencer à créer mes séquences directement dessus. Alors, ce qui est aussi intéressant avec le Studio X, et notamment avec la partie Autopilot, c'est que en tant que développeur professionnel, si c'est votre profil, généralement, vous savez comment on démarre, vous savez où commencer. Et si vous utilisez le ReFramework, vous avez déjà en gros la structure de votre automatisation souvent en tête. Pour des système développeurs qui, comme le disait Clarisse, sont des personnes issues du métier, c'est pas forcément évident. Ils n'ont pas forcément fait une formation sur l'outil. Ils ont peut-être fait l'académie, mais sur l'académie, il y a beaucoup de contenu et parfois, ils ont peut-être passé assez rapidement sur certaines parties. Donc, c'est là où l'autopilot est assez intéressant parce que vous pouvez juste exprimer en langage naturel ce que vous souhaitez créer et l'outil va vous suggérer en fait les activités qui vont pouvoir vous aider. Donc, c'est ce que je vais faire pour commencer. En attendant qu'il charge, il est toujours un petit peu lent le studio au final. On va travailler sur le RPA Challenge. Je me suis dit que c'est le mieux parce que vous allez certainement tous utiliser ce site à un moment donné lors de votre montée en compétence sur l'outil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que Abdel peut mettre le lien dans le chat. C'est un site qui a été créé pour faire des tests sur des outils RPA. Donc, c'est un site assez simple. Vous avez un fichier Excel que vous pouvez télécharger. Et à partir de ce fichier Excel, vous pouvez remplir, enfin, vous devez, dans cet exercice-là, remplir les différents champs du site avec les informations qui proviennent du fichier Excel. Donc, on a en fait une dizaine de lignes avec des colonnes qui correspondent aux informations qu'on a sur ces champs-là. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple, en fait. Donc, si je veux créer mon robot, effectivement, j'ai plusieurs façons de faire. Donc, sur le Studio X, vous voyez, c'est assez... l'interface est assez réduite hein, par rapport à ce qu'on a sur le studio. On a moins de choses. On a toujours un output panel, mais qui est aussi un peu plus restreint. Et sur le côté, on va retrouver les propriétés et le data manager. Mais on n'a pas vraiment voilà, tout ce qu'on a sur le studio.
Donc, généralement, sur StudioX, un système développeur, il va commencer par aller chercher la ressource qui va lui permettre de travailler avec le fichier Excel ou avec l'applicatif web. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce qui est assez nouveau avec Autopilot, c'est que si on ne sait pas trop par où commencer, on peut directement aller demander à l'outil ce qu'on veut faire. Donc là, je vais le faire, je vais l'écrire en anglais parce que Autopilot a été un peu comme toutes les IA génératives, marche beaucoup mieux en anglais. Donc là, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de m'embêter à aller chercher l'activité, je vais lui dire ce que je veux. I want to read an Excel. Donc je peux lui expliquer ce que je veux. Alors j'essaie de rester assez neutre sur ma façon de m'exprimer. Si vous avez l'habitude de faire du prompting, vous savez qu'il y a des bonnes pratiques à adopter et une manière de prompter qui vous permet d'avoir des résultats qui sont meilleurs. Ici, je me mets dans la peau d'une personne côté métier, un système développeur qui, du coup, n'a pas forcément aussi une expérience sur le prompting. Donc, je vais essayer d'écrire les choses un peu comme je les sens, hein. Donc, I want to an Excel file on my desktop. Named challenge, ça c'est le nom du fichier Excel que vous pouvez télécharger sur le site. And update the Chrome page. Je vais mettre ça. Challenge, rpachallenge.com. Et avec ça, je peux du coup lancer Autopilot qui va me proposer en fait les principales étapes pour créer mon workflow. Donc, je n'ai pas besoin de déplacer et de commencer à faire mon drag and drop d'activité. Je peux le laisser faire et voir ce qu'il comprend sur la base de mon expression. Donc, c'est là où c'est intéressant et c'est là où on peut prendre l'habitude de prompter et de donner des choses un peu plus poussées. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a compris de ce que je veux faire? Il a compris que je vais aller lire un fichier Excel qui s'appelle Challenge sur mon desktop. Et là, il me propose d'utiliser les activités Navigator, enfin Application Browser. Donc, il a quand même compris qu'il y a deux parties. Il m'a déjà renommé, en fait, il m'a créé deux séquences. Donc, il me prépare aussi un petit peu la structure de mon workflow en me nommant une première séquence et une deuxième séquence. Ce qu'il fait aussi, c'est que lorsqu'il voit que je vais besoin de packages qui ne sont pas installés, il va les installer. C'est ce que vous voyez là. Donc, il est quand même un petit peu capable de me faciliter la vie. Et parfois, pour des développeurs, si vous lui dites, voilà, j'ai besoin de travailler sur un PDF, je n'ai pas mon package PDF, il faut aller installer le PDF depuis Manage Package, ce qui n'est pas forcément évident pour un système développeur. Donc là, en fait, il le fait automatiquement, ce qui est une bonne chose. Donc là, il est en train de créer le projet. Et à tout moment, bien sûr, je pourrais changer mon prompt, lui dire que ce n'est pas exactement ce que je veux faire, et je pourrais interagir avec Autopilot. Donc là, en fait, il va me donner une sorte d'esquisse de mon workflow. Vous allez voir que l'ensemble des activités qui vont être proposées, généralement, ce sont des activités qui utilisent Integration Services. Donc, on est sur les activités qui sont à la base spécifiques à Studio Web, mais qu'on retrouve maintenant aussi automatiquement dans Studio X et également, je crois, dans Studio. Donc, ça va beaucoup mieux marcher avec ces activités-là, même si on a, bien entendu, comme sur le Studio, les activités classiques qu'on a pour du desktop. Je pense notamment à Use Desktop Outlook App. Voilà. Là, normalement, il va me suggérer que des activités qui sont plutôt basées sur le web. Donc, vous voyez, là, il est en train de me demander de faire ma connexion avec mon OneDrive et mon SharePoint. Et sur la partie, alors ce que j'ai pas, parce que j'ai pas de... Je suis sur un environnement Google ici, mais en tout cas, je pourrais créer ma connexion et ensuite, il faudrait que je lui indique mon workbook. Donc là, on voit que même si je lui dis que c'était sur mon bureau, il est en train de me chercher une activité qui utilise Integration Services. Par contre, il m'a bien dit qu'il a bien compris que j'ai besoin d'aller sur ce site-là. Donc là, il m'a proposé directement la première activité que vous connaissez tous qui permet d'identifier la page. Donc là, j'ai plus qu'à lui indiquer la page sur laquelle je veux travailler, qui est celle-ci, et je peux commencer mon workflow. À partir de là, si je suis un système développeur un peu expérimenté, vous savez tous, je vais utiliser des activités type into et click pour aller soumettre les données que je veux dans ma page web. Donc là, je saute volontairement à la partie Excel pour vous montrer à quoi ça ressemble sur Studio X si je veux faire du web. Donc là, j'utilise une activité type into. Je vais pouvoir aller indiquer sur la page les champs dans lesquels je vais vouloir taper du texte. Et là, ce qu'on va voir, j'anticipe parce que l'outil est un peu lent et mon poste est un petit peu lent, c'est que de suite, si vous travaillez sur le studio, vous voyez la différence.
il ne va pas me suggérer automatiquement de travailler avec des sélecteurs. En fait, cette partie-là, elle est un peu cachée parce que pour des systèmes développeurs, ce n'est pas des choses qui sont forcément très, très évidentes. Donc, bien entendu, je pourrais y avoir accès si je vais dans les paramètres et je vais pouvoir regarder un peu plus en détail mes sélecteurs, mais ce n'est pas quelque chose qui est proposé par défaut. Donc, l'interface, elle est relativement simple. Donc là, je peux par exemple lui dire, voilà, je vais travailler, je vais taper un email. Un autre élément qui est intéressant avec Autopilot, c'est que vous savez que généralement, si vous travaillez avec des variables, il va vous arriver d'avoir des petits problèmes de type de données, de type de données avec lesquelles vous travaillez. Donc, imaginez ici que je crée une variable. Donc là, c'est quelque chose que je peux faire aussi sur le StudioX. Je peux créer des variables, je peux utiliser des variables. Ça a été fait de manière un peu simplifiée parce que vous voyez que le data type, lorsque je crée une variable from scratch, alors l'activité s'appelle setVariableValue. Je crois que c'est pas tout à fait la même sur Studio. Je crois que c'est assign. Vous voyez ces textes, number, date. Donc, vous traduisez, hein, et vous avez les integers derrière, vous avez ce que nous on comprend, un booléen, etc. Pour des système développeurs, ça a été fait de manière à simplifier. Vous voyez aussi que généralement, il vous donne par défaut un nom de variable, hein. C'est vraiment fait aussi là pour vous simplifier les choses. Vous avez des noms qui sont créés automatiquement et vous allez pouvoir utiliser directement les outputs des activités. Donc là, par exemple, disons que je vais saisir un numéro de téléphone. Donc moi, je vais écrire ça comme ça. Je vais dire que c'est un type nombre. Et disons que je vais donner un numéro de téléphone ici. Et je dis bien que je donne un numéro de téléphone complètement au hasard. Ce n'est pas le numéro de qui que ce soit. Tac, voilà. Et là, généralement, vous voyez où je veux en venir. J'ai une variable de type nombre. Et je vais vouloir... Alors, je crois qu'il ne m'a pas mis un nombre d'ailleurs. Il m'a mis un texte. Non? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Ah, bon, ça tombe bien. J'ai un message d'erreur. Je sais pas pourquoi j'ai un message d'erreur. Ok, donc là, j'ai un problème de cast, par exemple. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'ai une message d'erreur qui arrive. J'ai accès à l'Advanced Editor sur le StudioX. Donc, comme pour vous, sur le Studio, c'est ce que vous utilisez par défaut, mais c'est aussi disponible pour les systèmes développeurs. Donc là, ce que je peux faire aussi avec Autopilot maintenant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'ai une erreur ou également essayer de corriger mon erreur. Donc, par exemple, ici, typiquement, vous l'avez vu, j'ai un problème de type de variable. Donc là, je pourrais lui demander de changer le type de variable directement et de me donner la fonction qui permet de faire ça. Alors vous la connaissez généralement puisque vous êtes des développeurs certainement assez expérimentés. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer votre type ici, par exemple. Comme ça, vous n'avez plus un format texte et ça va fonctionner. Mais si je veux l'utiliser plus tard ici, et si j'ai un message d'erreur ici, je vais pouvoir dire en expression I want to convert my variable. Donc, imaginez que j'ai une variable de type nombre et j'ai besoin de la convertir en format texte. Donc là, elle s'appelle numéro de téléphone. In a text. Et donc là, généralement, ce qu'il va vous faire, on va voir, il va vous proposer automatiquement l'expression. Et donc là, vous voyez, elle est assez connue, bien sûr, c'est la toString qui vous permet de basculer en format texte, mais l'outil vous la donne automatiquement. Et ça, c'est très intéressant pour des systèmes développeurs, puisque ils ne sont pas forcément au courant qu'on va utiliser un toString ou la réciproque pour convertir un integer. Donc, ça va leur simplifier la vie pour essayer d'utiliser des fonctions ou trouver en fait la fonction qui va permettre de répondre à leurs besoins. Donc, c'est intéressant pour changer le type d'une donnée. Ça va être aussi intéressant lorsqu'on veut, par exemple, chercher la première ligne, la dernière ligne, des activités qui permettent de faire ça. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, par exemple, dans un G-Sheet. Si vous travaillez sur l'environnement Google, vous savez qu'on est un peu plus limité en termes d'activité comparé à ce qu'on a sur Microsoft. Et du coup, vous pouvez lui donner votre data table et il va vous donner les fonctions que vous pouvez utiliser sur une data table. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec Autopilot qui, à mon sens, simplifie la vie des systèmes développeurs.
Après, si je reprends ce que disait, alors je ne vais pas faire l'automatisation jusqu'au bout parce que je pense que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais si je reprends ce que disait Clarisse, vous voyez effectivement, on n'a pas nécessairement toutes les activités qu'on a sur le studio. On peut quand même les trouver. On peut les afficher en fait en fonction de comment ça a été paramétré sur la plateforme. Mais on peut trouver des activités, on peut faire appel aux activités de développeurs qui vont être un peu plus poussées. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser du regex, vous allez trouver des activités regex et vous pourrez les utiliser. Mais par défaut, on a un nombre d'activités qui sont quand même assez limitées et qui sont surtout limitées aux tâches que vont réaliser les systèmes développeurs et non pas à l'automatisation de longs processus. Voilà. Voilà pour ma démo. Est-ce que vous avez... Alors, sur la partie débogage, peut-être. Donc là, je n'ai pas la possibilité de faire effectivement du débogage avec des breakpoints comme on peut le faire sur le studio. Ce qu'on peut faire maintenant dans un onglet qui s'appelle Debug, ça c'est la nouveauté de la dernière release, c'est qu'on peut faire un run to this activity ou run from this activity. C'est les deux options qu'on a, qui sont quand même assez intéressantes. Mais on n'a pas vraiment la possibilité de tester vraiment étape par étape. Ce qu'on peut faire aussi, effectivement, lorsqu'on va vouloir tester, on va directement faire du run en fait, hein. On a du run qui permet voilà, de lancer le workflow directement. C'est vraiment la façon classique de tester. Et on a la fonction PIP depuis assez longtemps qui permet de faire tourner le robot dans une sorte de machine virtuelle locale. Voilà. Donc là, si je lance mon robot sur quelque chose d'assez simple, donc là, je supprime ça, je fais juste cette partie-là. Je vais cliquer sur Run et effectivement, mon robot va aller me saisir l'élément sur la page web directement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Cette démo, ou des choses que vous voulez que je vous montre sur l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas forcément? N'hésitez pas à désactiver vos micros et poser directement la question à Sylvain. Non? Je suppose qu'il n'y en a pas. Ok. À moins que, je crois qu'il y a Emmanuel, tu as désactivé ton micro? Ok. Je propose de continuer. Ouais. Je te Super. redonne Donc la je main. reprends la main. Vous me dites quand vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Super. Ok. Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir des exemples d'utilisation? Et juste avant de continuer, donc on a bien une question de Patrice qui demande si Copilot est intégré aux licences Citizen Dev ou est-ce qu'il faut rajouter une licence? Sylvain, je te propose de répondre. Alors, je vais faire une réponse en prenant des pincettes. Oui, c'est intégré directement dans l'outil, puisque là, moi, j'ai une licence Citizen Dev là, sur ce poste entreprise. Donc, Autopilot, il est dedans. Après, là où j'ai un petit point d'interrogation, et je pense qu'il faut regarder dans la documentation de UiPath, à moins que quelqu'un d'autre a la réponse, c'est je ne sais pas combien ça consomme d'AI unit, en fait. Je pense qu'il y a une consommation d'AI unit à chaque utilisation mais je ne sais pas dans quelle volumétrie. Mais Je, je l'outil est confirme, intégré, hein. je confirme côté Manpower aussi. On n'a pas eu de coût supplémentaire à la venue de cette fonctionnalité. Voilà, du jour au lendemain, on a eu la possibilité d'écrire en langage naturel pour créer des fonctions. Et ça a l'air d'être justement ce qui est proposé dans le cadre d'accompagnement au Citizen Dev. Et pour l'avoir déjà essayé, c'est assez apprécié. Nous avons une confirmation de Franck qui dit qu'il n'y a pas de coût supplémentaire. Merci Franck. Ah, une autre question d'Emmanuel. Si consommation AI, unit, c'est bon de le savoir, risque d'impacter le RAM. Non, c'était pas une question. C'est plutôt une remarque. Ben, merci. Je propose de continuer. Ah, il y a une autre question qui est arrivée. Donc, Walid, vous pouvez m'expliquer la partie credit limits pour Autopilot? Je propose de répondre ça à la fin ou tu veux la prendre tout de suite, Sylvain?
On peut garder ça à la fin. On est sur des trucs qui sont assez spécifiques. OK, ça marche. Du coup, Louis, c'est toi qui vas nous présenter quelques exemples? Non, c'est moi, c'est pas grave. Ah Clarisse. mince, excuse-moi. Pas Clarisse, de souci. Donc, c'est juste pour un peu illustrer et compléter la démo qu'a fait Sylvain. Donc, ce que vous avez vu dans la démo, effectivement, c'est que avec le Studio X, c'est un peu comme le Studio Web. C'est très adapté pour des applications dès qu'on touche la suite Office, avec du Excel, par exemple, avec du mail. Dès qu'on est sur des applications web également, peu importe le navigateur. On est également capable de faire de la manipulation de fichiers dans le sens où on peut déplacer un fichier, renommer un fichier, télécharger un fichier. Ce que j'ai pas mis également, c'est toute la partie client lourd, dans le, dans la même lignée que les applications web. Voilà, et après, on a un peu le même fonctionnement sur cette partie-là que sur le studio classique, où si jamais on veut adresser une application sur laquelle on n'a pas les librairies nécessaires, on peut toujours, avec le Studio X, on peut toujours aller chercher des librairies complémentaires. Alors bien sûr, ça dépend des restrictions mises en place, mais en tout cas, si on veut, par exemple, faire, je sais pas, du Salesforce ou autre, on a possibilité d'aller chercher les librairies complémentaires. Ensuite, on a listé quelques exemples de Rex, un peu de ce que j'ai pu voir sur différents cas d'usage vraiment propres au Studio X et aux Citizen Developers. Les cas les plus fréquents, c'est j'ai un fichier, aller télécharger de manière assez fréquente sur un site web. Donc la partie téléchargement, navigation web fonctionne très bien. Ensuite, tout ce qui est manipulation de fichiers, qui fonctionne également très bien, c'est-à-dire j'ai mon fichier, un fichier Excel par exemple, ou ça pourrait être également ce que tu évoquais Sylvain, la partie Google qui fonctionne aussi. Mais on pourrait avoir un fichier Excel dans lequel on a quelques petites manipulations à faire, c'est-à-dire supprimer des colonnes, faire des calculs, faire du formatage de données. C'est des manipulations qui se font très bien filtrées, et cetera, ordonnées. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faisables via le Studio X, qui sont intéressantes pour les utilisateurs métiers. Une autre partie importante, c'est tout ce qui concerne le traitement des mails. Le Studio X permet de trier, filtrer, classer, archiver et également d'envoyer des mails. Et une fonctionnalité qui est assez intéressante, quelque chose qu'on utilise souvent, c'est que sur des mails, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'envoi du mail. On peut tout à fait garder le mail en brouillon si jamais on veut qu'il y ait une action humaine à la fin pour que ça soit vraiment l'être humain qui clique pour envoyer le mail. Ça, il y a pas de souci, ça se fait sans problème. Voilà, et un dernier exemple, pareil, qui est aussi assez fréquent, c'est la partie reporting. Alors même si on veut faire des actions dans Word et PowerPoint, on peut, il y a des activités qui existent, mais par contre, elles sont plus réduites que ce qu'on peut trouver en termes d'activités pour Excel. Et donc, du coup, on peut faire, dans les cas d'usage fréquents, c'est de la mise à jour de template, où on va venir remplacer des données par d'autres. Et pareil sur du PowerPoint, on peut aussi enregistrer assez facilement un document au format PDF et l'envoyer par mail. Donc là, c'est des cas d'usage qui concernent généralement des reportings à envoyer de manière assez fréquente à différents utilisateurs pour qu'ils aient tout ça directement dans leur boîte mail. Et donc, du coup, ces tâches-là, ça permet de gagner pas mal de temps et c'est des choses qui sont pas très intéressantes à faire. Donc, c'est intéressant de les automatiser. Voilà quelques exemples un peu fréquents de ce qu'on peut trouver en use case avec le Studio X. Merci beaucoup, Clarisse. Passons maintenant à la définition d'un citizen dev. Tout à fait. Du coup, là, je vais un peu vous présenter dans quel cadre Studio X peut être utilisé, par qui,
et comment ça s'organise au sein d'une entreprise. Donc, il faut savoir que un système développeur, c'est avant tout un utilisateur professionnel. Comme l'a déjà dit Clarisse, il va automatiser des tâches et il n'a pas besoin d'être un expert en codage. C'est-à-dire que ce qu'on attend de lui, ça va être principalement de connaître son métier, d'avoir certes une appétence pour les nouvelles technologies, puisqu'il va devoir monter en compétence sur UiPath, mais ça va vraiment être le fait de bien connaître les tâches sans être un expert. Il a une bonne compréhension des processus opérationnels, ce qui va faire de lui un très bon business analyst, puisque lui-même connaît déjà parfaitement les processus, connaît les règles de gestion à appliquer, et donc il va pouvoir identifier facilement les domaines qui se prêtent à l'automatisation, dans ce qu'il va faire tous les jours, dans ce qui est récurrent, dans ce qui est répétitif. Il va avoir tout de suite une très bonne compréhension de son environnement, et c'est vraiment le pilier du système développeur. On va un peu illustrer avec la pyramide qui est en dessous, puisque pour moi, la base d'un système développeur, ça va vraiment être d'avoir une très bonne compréhension des processus. Euh, on l'a dit, c'est un professionnel. Il est expert dans son domaine et il connaît parfaitement les processus métiers. Donc, il pourra être en capacité de synthétiser, schématiser les différentes actions qui vont s'enchaîner. Un fichier passe d'un statut à un autre statut et passe encore à un autre état. Et c'est vraiment important dans le rôle de système développeur. Ensuite, une fois qu'on a identifié la personne qui a une très bonne compréhension des processus, il va falloir qu'elle monte en compétence sur ce qu'on appelle l'automatisation au sens large. Donc, pour nous et pour avoir initié un programme système développeur, c'est vraiment un facteur clé de succès. Ça va être que la personne ait une culture de l'automatisation. Ça passe par des formations, ça passe par de l'accompagnement, ça passe par une culture d'entreprise. Il faut qu'il soit en capacité de connaître les possibilités de la RPA, mais également ses limites pour qu'il puisse, d'un seul coup d'œil, d'un processus ou alors une situation, pouvoir identifier si oui, c'est automatisable, automatisable en partie, en entier, et après également connaître les limites pour pas chercher à automatiser des processus qui seraient trop complexes et qui seraient justement dédiés à plutôt un COI, puisqu'il va y avoir une complexité, des règles de gestion, il va falloir gérer des exceptions, il va falloir faire des relances. Donc voilà, il faut vraiment qu'il ait une bonne compréhension, il faut qu'il puisse appréhender l'automatisation dans son entièreté, savoir où sont les limites, comme le rappelait Sylvain, Studio Web, Studio X, Studio, réussir voilà, à se connaître dans son environnement. Et la dernière partie, la partie qui nous a été présentée jusqu'à présent, justement, ça va être la maîtrise de UiPath. Afin de pouvoir mettre en pratique la théorie qu'il a pu apprendre, il va monter en compétence sur les produits UiPath. Donc, j'ai pas mis uniquement Studio X dans cette dernière étape, puisque le système développeur peut être amené certes à utiliser Studio X pour développer, mais il va également utiliser l'orchestrator s'il a un orchestrator à disposition pour publier ses processus. Il va aussi devoir être familier avec la notion de package et de version pour pouvoir mettre à jour ses processus. Il va également la distribuer à des collaborateurs qui, eux, sont équipés de UiPath Assistant. Donc, il va aussi devoir avoir la notion de partage d'automatisation, de vérifier les logs qui remontent dans l'orchestrator. Donc, vraiment, ça va être un rôle à part entière. Et pour moi, il doit avoir une compréhension de tous les produits UiPath. Et le minimum, c'est Studio X, l'orchestrator et UiPath Assistant. Après, certains vont plus loin, ils vont utiliser des activités comme Sylvain l'a expliqué, un peu côté développeur ou customisé, mais la plupart du temps, ce que Clarisse a présenté, ça représente 90% des processus des systèmes développeurs, c'est-à-dire du fichier Excel, du document stocké sur le réseau ou alors des applications web pour faire de la saisie. Voilà pour tout ce qui, pour moi, définit un citizen développeur. Merci Louis. Passons maintenant à l'approche Citizen Dev. Tout à fait. Donc, on a défini ce que c'était qu'un système développeur. Maintenant, pour pouvoir l'accompagner au mieux et qu'il puisse s'épanouir dans l'entreprise, on va avoir un premier pilier qui, pour moi, le plus important si vous souhaitez mettre en œuvre justement une approche citizen développeur, ça va être d'instaurer une gouvernance. Alors, quand on parle de gouvernance, on parle bien sûr d'infrastructure, on parle de bonnes pratiques, on parle d'accompagnement et d'encadrement. Et c'est vraiment important. Si vous pouvez
avoir un COE qui fait déjà de la RPA pour gérer cette approche SunDev, c'est un plus. Maintenant, ce n'est pas forcément obligatoire. Il peut y avoir une équipe dans l'IT ou une équipe métier qui peut piloter ce programme, mais il faut qu'il y ait une gouvernance. Il faut que ça vienne de la direction, que ce soit un programme qui soit soutenu. Sinon, ça a un peu du mal à fonctionner. On va avoir deux gains principaux pour moi avec cette approche Dev, une fois que la gouvernance est mise en place. C'est que, en premier lieu, on va pouvoir étendre l'automatisation. On va aller plus loin que ce que le COI fait en touchant plus de monde. Et on va aussi pouvoir proposer des solutions personnalisées, là où quelquefois on va un peu botter en touche pour les besoins et les analyses trop spécifiques qu'on va pas qualifier de assez massifs ou assez homogènes et qu'on va plutôt mettre dans le bas de la pile. Là, les jeunes développeurs vont pouvoir s'attaquer à des processus très spécifiques et très personnels. En ce qui concerne donc le fait d'étendre l'automatisation, vraiment le programme System Developer, ça va permettre de diffuser cette pensée d'automatisation dans l'entreprise. On ne va plus avoir des besoins qui remontent uniquement par la direction, mais on peut avoir une approche vraiment bottom-up où ça va être les système développeurs dans leur métier avec leurs collaborateurs qui vont faire remonter des besoins et ça va vraiment faire un catalogue d'idées et de besoins qui va être très intéressant et pertinent. Ils vont également pouvoir aussi établir une première analyse du besoin. Et ça, c'est un avantage qu'on sous-estime beaucoup dans les approches system dev. C'est-à-dire qu'on va avoir comme une équipe dédiée à l'analyse de besoins, avec leurs connaissances, certes plus limitées qu'un développeur RPA, mais il va pouvoir faire une première analyse. Il va contribuer à atténuer les goulots d'étranglement de tous nos besoins qui sont entrants. Et il va pouvoir faire un premier rideau pour qualifier le besoin, éventuellement le traiter directement avec ses compétences ou alors nous l'apporter de façon très claire et précise. Concernant les solutions personnalisées, donc, comme je l'avais dit auparavant, il peut créer des automatisations qui sont trop spécifiques pour être gérées par le COI. Ça peut être des automatisations one-shot, ça peut être vraiment, je veux une automatisation pour un utilisateur ou pour un client. Et ça, c'est vraiment des automatisations qui ne rentrent pas dans les matrices des COI qui ont beaucoup de demandes. On va permettre aussi de, pour moi, responsabiliser et donner un sens nouveau à son métier avec une approche technique. Donc vraiment, là, il y a un point de vue, une dimension humaine qui pour moi est très intéressante. On va donner du renouveau dans un poste à quelqu'un. On va lui donner à nouveau envie de travailler et de façon différente. Chose qui aussi était beaucoup au début critiquée sur le dev, mais une fois que c'est encadré, encore une fois, avec une gouvernance, pour moi, on va réduire le risque de Shadow IT, justement en proposant un cadre et un outil. Donc, c'est un outil qui va être supervisé, qui va être déployé, qui va être contrôlé par une équipe, et donc, on va éviter des programmes un peu spécifiques ou alors des gens qui utilisent des licences communautaires ou des outils un petit peu téléchargés à droite à gauche. Là, on va dire, nous, on peut automatiser sur un poste avec Studio X et en respectant en plus le cadre de l'entreprise. Dernier point très intéressant sur la partie solution personnalisée. On, on le met beaucoup en avant, nous, chez Manpower, c'est que pour nous, les CM développeurs ont vraiment une agilité de mise en production et d'évolution des processus. On a des personnes qui sont capables de recevoir un besoin urgent le matin et de proposer une solution automatisée à 80% dans la journée, puisque eux ne vont pas devoir faire de plan de test, de faire d'homologation, de faire de demandes formelles. Ça va vraiment être couvrir 80% du besoin en faisant 20% de développement. Et donc, on va réussir à avoir une agilité qu'on ne pourra pas atteindre, mais que eux peuvent atteindre en ne faisant pas justement toutes ces règles de gestion, tous ces try-catch, tous ces processus finalement assez complexes. Eux, ils vont prendre un fichier et le saisir sur un site web. Et si ça plante, bah, le robot s'arrête et il voit tout de suite ce qui se passe, comme on n'est pas sur du unattended, mais ça se passe sur leur poste. Donc voilà pour l'approche Citizen Dev et comment elle peut s'intégrer dans une entreprise, quels sont ses avantages, mais aussi ses inconvénients, même si je vois très peu d'inconvénients. Merci Louis. Merci beaucoup pour vous trois et votre présentation. Ça a été très clair, enfin, je l'espère. Passons maintenant à la rubrique questions.
Je l'envoie déjà 2, notamment on pourrait revenir à celle de Walid et entre-temps, si vous voulez, désactiver vos micros et nous les poser directement. Je propose de commencer avec celle de Walid. Vous pouvez m'expliquer la partie Credit Limits pour autopilote? J'ai trouvé donc sur UiPath, sur la documentation, je ne sais pas si ça répond à la question Walid, mais a priori, sur le plan entreprise, il y a 600 actions autopilote par utilisateur et par mois. Donc, ça veut dire, je pense que ce que Sylvain a fait dans la démonstration, c'était une action, faire un texte génératif ou alors créer une automatisation avec autopilote. J'imagine que ça doit être une action. Donc, bon, ça laisse pas mal de place quand même, 600 actions par utilisateur et par mois, je trouve. Hmm. La personne peut poser beaucoup de questions de façon générative ou alors créer des workflows. C'est vraiment intéressant et sans coût supplémentaire, du coup, selon Franck. Et sur les autres plans, je pense, du coup, communauté ou alors les titres, enfin, tout ce qui est gratuit, j'avais vu une deuxième rubrique avec 5 actions par jour. Ça veut dire, voilà, on peut générer ou utiliser Autopilote 5 fois par jour par utilisateur si on n'est pas sur un plan entreprise. Merci Louis. Renaud, tu voulais poser ta question? Je sais pas s'il est encore là. Oui, je suis là. Ah, super. Je te laisse poser la Voilà. question du coup. Voilà. J'ai déjà la réponse, mais je pense que c'était, j'ai pas pu, je l'ai pas vu dans la présentation. Comment faire les credentials en Citizen Developer? Où on les stocke, comment on y fait appel et compagnie. Vu que, voilà. Alors, il y a des assets pour les systèmes développeurs s'ils sont sur un orchestrateur. Ça, déjà, c'est possible. Donc, s'il y a des assets, il y a des credentials aussi qu'on doit pouvoir lier en fait à un compte utilisateur ou un matricule ou à une adresse mail. Enfin, on doit pouvoir faire comme pour des robots, vraiment faire matcher l'utilisateur et le compte. Maintenant, c'est vrai que la pratique est quand même beaucoup répandue sur le fait de saisir son identifiant et son mot de passe au moment de l'exécution du robot. Comme on est sur des exécutions sur poste, il y a forcément un humain qui a fait play et qui peut saisir ses identifiants. Donc c'est vrai que, on propose les assets pour tout ce qui va être chemin et fichier des données pas trop sensibles. Et quand ça touche au mot de passe, on a plutôt, nous, une recommandation d'utiliser un input avec l'utilisateur et un mot de passe avec les caractères qui sont masqués, puisqu'on va cocher le is mot de passe. Et ça permet de un, garder une gestion des mots de passe vraiment propre à l'utilisateur, et de deux, ne pas avoir de problème de sécurité. Oui, il y a aussi Get Username Password aussi, qui permet de faire, de stocker sur le PC et signifier un mot de passe dans un coffre-fort numérique. Oui, tout à fait. Voilà, c'est dans mon cadre, je fais pas mal de Citizen, et c'est la norme en fait, c'est ce qui est considéré comme normal. Si on dit cette activité-là, côté de retaper à chaque fois le mot de passe, et pour pouvoir communiquer le robot sans pour autant avoir ce problème de mot de passe qui se balade entre deux comptes. OK. Ouais, c'est la façon de stocker justement les mots de passe, mais sans passer par l'orchestrateur, c'est ça, non? Tout à fait, voilà. OK. Vu que dans le cadre de mon entreprise, les personnes n'ont pas accès à l'orchestrator. OK, d'accord, ouais. Ils ne peuvent même pas se connecter à l'orchestrator. Et c'est à nous de partager leurs programmes avec d'autres personnes. Et c'est vraiment centralisé, en fait. OK. Et du coup, c'était un choix de pas justement leur donner un tenant, par exemple, ou un folder spécifique? J'étais pas là à la création des tenantes. Un studio X et un studio classique plus Attended. Mhm. Mais c'était pour éviter que ça fasse qu'ils pensent maîtriser un sujet qu'ils ne maîtrisent pas réellement. C'est pour éviter d'avoir tes problèmes qui peuvent, tes trucs qui sont supprimés ou autres. C'est pour vraiment centraliser en fait la demande. OK. Oui, puis ça vous donne finalement un droit de regard sur les automatisations qui sont publiées et exécutées. Tout à fait. On a d'ailleurs un Grafana qui pompe sur les logs
tes comptes utilisateurs pour justement savoir quel repos est lancé par qui et combien de temps que ça a tourné. Ok. Donc, permet aussi de gérer un peu les licences et voir si elles sont utilisées. Tout à fait. Très bien. Nous, comme on est orchestrateur cloud, nous, on a fait la même chose avec Insight pour le coup, étant donné que on a l'historique qui remonte dans un tenant à part. On a un Insight sur ce tenant et on peut aussi gérer les exécutions, les runs et les échecs notamment pour les aider à corriger. Ok, ouais, mais ça, c'est payant, il me semble. Tout à fait, c'est vrai. Mais c'est de mieux en mieux, je trouve, et ça permet quand même, quand on est dans l'orchestrateur, du moins cloud, et que tout est UiPath, c'est une facilité de mise en œuvre. Après, il faut prendre l'outil en main, c'est sûr, puisque c'est un peu différent de ce qu'on peut connaître sur les dashboarding. Ok, c'est noté. Merci Louis, merci Renaud pour la question. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Je suppose par votre silence que ce non. Du coup, je vous propose d'arrêter ici. Je vous remercie encore une fois de plus, Louis, Sylvain et Clarisse, pour votre intervention. Merci d'avoir assisté et j'espère vous retrouver dans une autre session bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Merci à Merci tous. Au Abdel. revoir. Bientôt, Merci à tous. merci. Au revoir. Merci à tous.